Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour ce cours euh, qui est une formule un peu spéciale. En fait, c'est un groupe de personnes qui ont demandé à avoir un cours en Zoom et généreusement ils font participer le reste des personnes. Donc là, la première partie du cours, je vais faire un cours pour tout le monde. Et après, je coupe le Zoom et le Facebook et après, ça passe en privé pour le groupe de personnes. Ils ont tenu à ce que le cours soit dédié Leilun Nishmat pour l'élévation de la Neshama de Hanania ben Yosef ben Ishou et à Mavdil ben Chaim Limetim aussi pour la Refoua Shelema de Naomi bat Liora Rachel et Yaakov ben Chaim. Hachem leur envoie une Refoua Shelema. Et à la fin du cours, je rajouterai bien sûr toute la liste des dédicaces. Voilà. Alors comme c'est un cycle sur l'éducation, donc on va parler ce soir de l'adolescence, comment survivre à l'adolescence, qui est quand même une crise. Alors je sais que pour les trois quarts d'entre vous, vous avez des enfants petits, mais je donne un conseil euh, expérimenté de ma personne, puisque vous voyez qu'il me reste peu de cheveux, c'est qu'il vaut mieux préparer la crise d'ado le plus tôt possible. N'attendez pas que ça commence pour devenir intelligent. Alors, vous savez qu'il y a trois grandes étapes chez l'homme. Ça s'appelle Katan, Nahar et Gever. Katan, c'est le petit, d'accord, c'est l'enfant, c'est oui, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Après Nahar, c'est le jeune homme, donc entre 13 ans et ensuite et l'âge adulte. Et Gever, c'est l'adulte. Ok. Maintenant, on va pas parler maintenant de l'âge thoraïque de l'adulte qui est 13 ans, puisqu'aujourd'hui, ça, c'est pas adapté. Mais sur le principe qu'il y a trois étapes. Une étape Katan, une étape Nahar, une étape Gever. Maintenant, il y a un langage des Chachamim qui est connu, qu'on dit Katan en Boda'at. D'accord. Ça veut dire que l'enfant, il n'a pas de da'at, il n'a pas cette conscience, il n'a pas cette maturité, il n'a pas ce recul, il n'a pas cette maîtrise qu'on appelle le da'at. Donc a priori, c'est les parents et c'est l'adulte qui va servir de conscience à l'enfant. C'est pour ça qu'on dit katan en boda'at, vegadol omed al gabav. L'enfant n'a pas de da'at, mais l'adulte, lui, il va être au-dessus de lui pour pouvoir le diriger, l'orienter, le protéger. Par contre, on a dit gever, c'est quoi? C'est l'adulte. Et ça, c'est de la définition de l'autonomie, de la maturité, aussi de la force physique, de la force morale, de la force spirituelle. Donc quand la Torah elle parle de Gever, ça veut dire quelqu'un qui a atteint cette autonomie existentielle où il est totalement. Donc on a dit le Katan, qui n'a pas du tout de conscience, l'adulte qui est censé avoir 100% de sa conscience, et entre les deux, le Nahar. D'accord. Alors c'est intéressant que le mot Nahar, qui s'écrit Nun Ain Resh, en vérité, il est entre les deux. D'accord. On ne passe pas directement de l'enfance à l'âge adulte. Il y a cette étape-là qui est nécessaire. Donc, qu'il est sorti déjà de l'état de Katnout, de plus être un enfant, un gamin, mais d'un autre côté, il n'est pas encore un guévert, il n'est pas encore un adulte, il n'est pas encore en maturité. Après, c'est intéressant aussi que le mot Nahar, en hébreu, il veut dire aussi un fleuve, d'accord. Avec un Aïn, d'accord. Mais aussi, ça veut dire aussi le changement, c'est-à-dire le bouleversement. Les itnaer en hébreu, ça veut dire se débarrasser de quelque chose, ça veut dire d'être dans une phase de transformation, de changement. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'enfant, qu'il est dans cette phase de changement au moment du passage de l'adolescence. On avait expliqué ça aussi, que comme les Béné Israël, au niveau communautaire, au niveau peuple, ils sont passés par trois grandes étapes, qui s'est appelé l'Égypte, l'esclavage d'Égypte, ensuite le passage dans le désert pendant 40 ans, et ensuite quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Et là aussi, ça correspond. C'est-à-dire que quand les Béné Israël étaient en Égypte, on a expliqué déjà 1 million de fois, que Mitzrayim, ça veut dire l'Égypte, mais Metzarim, c'est les mêmes lettres, ça veut dire les limites. D'accord. Et que Paro, c'est Pharaon, d'accord. Ça s'écrit P, Resh, Ain, E. Qu'est-ce que je raconte moi? Oui. Mais qu'en vérité, c'est les mêmes lettres que Pera. Pera, c'est P-E, P, c'est la bouche, et Ra, c'est Resh, Ain, c'est le mal. Donc c'est la mauvaise bouche. D'accord. Alors qu'en fait, quand les Béné Israël étaient en Égypte sous le commandement de Pharaon, la dictature de Pharaon, ça correspond à l'enfant qui est dans ses limites sous la dictature de son Yetzer Hara, de son mauvais penchant, parce qu'il n'a pas développé une personnalité pour pouvoir lutter contre. Donc cette logique-là, cette logique qui veut que l'enfant, d'abord, il est dans cette limite. La limite, bien sûr, de l'autorité, la limite de ses capacités,
ses limites physiques, ses limites intellectuelles, ses limites financières, il n'a pas d'autonomie. Donc ça ressemble à l'Égypte. Après, la dernière étape, c'est quoi? C'est l'état d'adulte. C'est-à-dire que l'enfant, maintenant, l'Arab Israël, il est passé par le désert, il a reçu la Torah, et maintenant, il rentre en Eretz Israël. Et on sait qu'Eretz Israël, c'est l'époque qui correspond à la maturité. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ene Hasham ala Haaretz. Les yeux de Dieu sont sur la terre. Ça veut dire que, autant en tant qu'enfant, eh ben en fait, compte ta Hashgacha, l'intervention divine, elle passe par les parents. C'est pour ça que les parents sont responsables des actes des enfants. Autant en Eretz Israël, c'est-à-dire ce qui correspond à l'âge adulte, quand l'homme il est adulte, il est responsable de ses actes. D'accord? Donc, il est responsable de tout ce qui lui arrive et c'est à lui d'assumer les conséquences. Et ça, c'est quoi? C'est la troisième étape. Comme l'homme, maintenant il a fait ses études, il a fait son temps de yeshiva, il a fait ses études, il a son diplôme, il a rencontré la femme, il a fait le mariage, et maintenant, il rentre dans le monde des adultes où il va assumer. Il a sa Torah, il a sa conscience, il a sa famille, et il a son autonomie financière, et là, ça correspond à Eretz Israël. Mais entre les deux, il y a eu les 40 ans dans le désert, qui correspondent, on a dit, à l'adolescence. D'accord? Maintenant, c'est très intéressant que je n'ai pas donné d'âge. D'accord? Donc, si on dit que l'enfance, c'est le monde du rêve, et que l'adulte, bah, c'est le monde de la réalité, alors l'adolescence, c'est la violence entre le fait qu'on est obligé de quitter le monde du rêve et rentrer dans le monde de la réalité. Or, cette pression-là énorme de rentrer dans la responsabilité, de rentrer dans l'acceptation de la causalité, que tout ce qu'on fait a des conséquences, ouais, ça s'appelle la crise d'adolescence. Ouais, c'est à ce moment-là que la personne, elle fait sa crise. Encore une fois, je n'ai pas donné d'âge, donc il y a des gens qui font la crise d'adolescence à 40 ans, ouais, qui sont décalés au niveau du psychologique et tout ça, au niveau de la maturité, au niveau des choix. Mais c'est intéressant que cette période-là, ouais, c'est une période où les Israël sont en mouvement. Ils sont dans le désert, ils tournent. Ouais, un peu comme l'adolescent, ils tournent en rond. C'est aussi un moment de solitude, parce que le désert, c'est l'endroit où tu es un peu perdu, où tu emmènes que l'essentiel, où tu vas vivre les choses les plus importantes de ta vie. Et c'est pareil que l'enfant, l'adolescent, il est dans cette solitude où il se sent éloigné des petits, de ses petits frères, des gamins, ouais. Mais il se sent éloigné de ses parents, d'accord, parce qu'il pense que ses parents ne vont pas forcément le comprendre, d'accord. Donc il va s'enfermer dans cette espèce d'intermédiaire, de période intermédiaire. Et on a expliqué que c'est justement dans cette période intermédiaire que, dans le désert, que Amalek a attaqué les Béné Israël. Ouais. Pour ça qu'on sait qu'Amalek n'a pas attaqué les Béné Israël quand ils étaient en Égypte. Il les a pas attaqués après qu'ils soient rentrés en Eretz Israël. Il les a attaqués dans le désert. Or, on sait qu'Amalek, il représente le Yetzer Hara. Ouais. Et on sait qu'Amalek, il a la même valeur numérique que le Safek. Safek, c'est le doute. Donc, l'adolescent qui est en plein désert, ouais, donc il est attaqué par le Yetzer Hara et il est attaqué par le doute. Et il a des doutes. Il se demande, est-ce que c'est le bon moment? Quel choix il va faire? Qui il est vraiment? À quoi ça sert? Est-ce qu'il faut quitter le monde des envies, de la PlayStation et rentrer dans la responsabilité? Est-ce qu'il faut être un bon élève ou un mauvais élève? C'est le monde de la découverte, d'accord? Le sexe opposé, l'excitation, les hormones. C'est le moment de la révolution, d'accord? Donc les enfants religieux, bah, ils ont un Yetzara de ne pas être religieux. Les enfants pas religieux, ils peuvent avoir un Yetzara d'être religieux, au grand désespoir de leurs parents, d'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est le moment du chamboulement, ouais, c'est le moment du balagan. C'est le moment où tu rêves d'être Boris Vian et en même temps d'être le Rabbi de Lubavitch et tu te prends pour Baba Salé, et d'un autre côté, tu sais pas exactement, tu es dans la crise, d'accord? C'est la crise. Il dit maintenant, pourquoi cette crise? Alors, elle se répète à chaque génération. Et puis, nous, on sait très bien qu'elle existe, puisque la preuve, nous-mêmes, nous sommes passés par là. Alors, il faut savoir qu'un phénomène qui se répète, un phénomène qui vient de manière naturelle, ça veut dire qu'il est nécessaire. Et c'est ça un petit peu le paradoxe de l'adolescence, parce qu'en même temps, elle est très, très déstabilisante, mais d'un autre côté, elle est très nécessaire. Le Rav de Brisk,
il l'exprime comme ça en disant plus la plaie est profonde et plus la cicatrice est solide. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans sa crise, mais d'un autre côté, c'est ça qui va le forger. C'est les choix qu'il va faire, le choix intellectuel qu'il va faire, le choix scolaire, est-ce qu'il va être sérieux ou est-ce qu'il va être glandeur, le choix à court terme ou à long terme, est-ce qu'il veut des études courtes ou des études longues, le choix spirituel, est-ce qu'il va être plus religieux, est-ce qu'il va être moins religieux, le choix, tout ça, qui va conditionner la personne qui va être, en fonction de tout ça, la personne qu'il va rencontrer. Parce que bien compris que celui qui est spécialement religieux et intellectuel, ça va être compliqué pour lui de s'attacher à quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout, a priori, d'accord. Or, le contraire aussi, quelqu'un qui fuit les efforts intellectuels, d'accord, il ne va pas rencontrer quelqu'un qui est agrégé de philo ou qui adore les mathématiques en maths spé et maths sup. Pourquoi? Parce qu'il va dire, attends, mais elle me saoule avec ces questions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train, dans cette période-là, et c'est ça Nahar. D'accord? Ça veut dire que c'est comme un fleuve, c'est en mouvement, ça bouge, d'accord? Ça réagit. C'est pas comme une mare qui est posée, ou c'est pas comme une plaque de glace qui bouge pas. C'est quelque chose qui est en mouvement. Donc l'enfant, il est en plein mouvement, et il est en pleine mutation, il est en plein changement. Son corps, il grandit très très vite, ses appétits aussi, d'accord? Ses ambitions, et puis son côté rebelle, son côté révolte, ça vient en même temps. Et en plus de ça, l'intérieur, la contradiction intérieure. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué déjà plusieurs fois que ce qu'ils disent les Chachamim, que le Yetzerara, il vient à la naissance. Mais que le Yetzeratov, il vient à la bar mitzvah. Il se révèle à la bar mitzvah. Donc le Yetzerara, c'est le mauvais penchant, et le Yetzeratov, c'est le bon penchant. Ça veut dire que c'est des tendances. Donc très 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 schématiquement, et après vous ferez les 5 ou 8 ans de psychologie pour essayer de comprendre les nuances, c'est que à l'intérieur de la personne, il y a 3 étapes. Il y a 3 espaces. Il y a un espace qui s'appelle le je, le moi. C'est celui-là qu'on est censé éduquer, accompagner pour faire qu'il devienne ce qu'il est censé devenir. Et à part ça, il y a 2 tendances. Une tendance négative, qu'on appelle les Yetzerara, une tendance positive, qu'on appelle les Yetzeratov. En fait, c'est une inspiration positive, ouais, une voix qui dit à l'intérieur, allez, fais des choses bien, d'accord, ou ne fais pas des choses mal, et une autre voix négative qui va l'emmener vers la négation, vers l'erreur. Ok, bon, nous on l'appelle Yetzera, Yetzeratov, les autres ils vont l'appeler la tendance à la destruction, la tendance à la construction, l'autre il va appeler l'attirance vers la mort, l'attirance vers la vie, le yin et le yang. Tout le monde est d'accord qu'à l'intérieur de l'homme il y a des tendances. Maintenant le problème, il dit Rav Dessler, c'est que étant donné que l'enfant quand il est jeune, il n'a pas encore fabriqué son moi, parce que le moi en vérité il est quoi? Il est le fruit de l'expérience, il est le fruit du vécu, il est le fruit du fait de sublimer les épreuves, donc c'est ça ce qui va faire grandir la personne. Comme la personne n'a pas fabriqué un moi, donc ça va être quoi la tendance naturelle? Ça va être de s'assimiler avec le Yetzirara qu'elle a en elle, d'accord? Donc c'est pour ça que quand la personne elle dit je veux, je veux pas, ou j'ai pas envie, ou ouais, en vérité le problème c'est que elle ne se rend pas compte, mais elle n'a pas encore fabriqué le jeu. D'accord? Et c'est normal parce que le jeu, encore une fois, il va grandir dans l'épreuve, il va grandir dans l'expérience, il va grandir dans la concentration, il va grandir dans les accélérateurs de maturité. Vous avez bien compris que quelqu'un qui devait défendre sa survie au ghetto de Varsovie, ouais, à l'âge de 11 ans, il a 6 fois plus de maturité qu'un gars de 19 ans dont le seul souci c'est de faire 150 000 à la PlayStation. Donc la maturité qui est la résonance de la réalité. Donc quand la réalité elle est très dure, automatiquement la résonance aussi elle est très forte. Par contre, quelqu'un qui a la chance de vivre une vie facile, dans la légèreté, sans aucune responsabilité, parce que tout le monde assume pour lui, il a toutes les chances de devenir Brel. Et c'est normal, pourquoi? Parce que qui c'est qui va le confronter pour l'obliger à? Donc c'est ça un peu l'idée, c'est que la personne, étant donné que elle a son Yetzirah depuis la naissance et qu'elle entend cette voix-là, il dit Rav Dessler, elle risque de s'identifier au Yetzirah. Donc quand la personne elle dit je, ouais, en vérité c'est son Yetzirah, enfin, c'est-à-dire c'est le Yetzirah qui s'est substitué à sa volonté, mais l'enfant il croit que c'est lui. Donc il fait je fais ce que je veux, d'accord? Arrêtez de me saouler, je veux pas qu'on me donne d'ordre. J'aime pas les contraintes. Vous n'avez pas à décider pour moi. Je vis ma vie. Vous m'étouffez. Vous me saoulez. Mais qui c'est qui parle? C'est ça le vrai problème. C'est qui parle? Maintenant, encore l'enfant, encore une fois, à l'âge de 13 ans et 12 ans pour la fille, il a son Yetzirah qui est là depuis 12 ans ou 13 ans, et il a son Yetziratov qui vient d'arriver.
Donc imaginez à l'intérieur ce qu'on appelle milchemet asechel, la guerre dans l'esprit, que d'un côté il a une toute petite voix, petite voix comme ça de moineau, qui lui dit mais le titit, mange kasher, fais la Mishnah. Et une autre voix à côté qui dit mais allez, délire, envoie-les tous balader, va kiffer, va. Ouais. Donc comment il va faire pour lutter? Évidemment que c'est plus facile de suivre cette voix qu'il entend depuis la naissance que d'écouter cette voix. C'est pour ça que l'enfant il a du mal à être raisonnable. C'est normal, parce que raisonnable, c'est la raison. Et la raison, c'est le cerveau, il faut le développer. C'est pour ça qu'a priori, il compte sur la raison de ses parents, qui vont être raisonnables pour lui. Le problème, c'est quand il arrive à cet âge critique où il n'a plus envie d'entendre les raisonnements. Il n'a plus envie d'entendre les conseils. Il n'a plus envie d'entendre les ordres. Il n'a plus envie d'entendre les contraintes. Ah, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que d'un côté, si on dit rien, eh ben l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écouter ses pulsions, il va écouter ses envies, qui ne sont pas forcément matures, qui ne sont pas forcément intelligents, et puis qui ne sont pas forcément réversibles. Parce qu'il y a des choix que l'enfant il va faire qui sont irréversibles. Maintenant, il y a des choix... s'il ne faut rien à l'école, par exemple, c'est sûr que son QI, il va être touché. D'accord? S'il a un rejet de la religion, automatiquement, ça va être difficile de faire passer les messages. S'il a développé une violence naturelle, parce qu'il frappe sa sœur, il frappe son frère, il frappe les copains, il frappe les voisins, il frappe tout le monde, ça va être dur de revenir en arrière. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'enfant, il est dans une période, un petit peu comme entre la terre glaise et l'assiette en faïence. D'accord? On fait l'assiette en faïence avec de la terre glaise. C'est de la terre, d'accord? Elle est là. On la pétrit, on met de l'eau, on la pétrit. Après, on la met sur un tour et puis on la forme. On la forme. C'est de la terre. Elle est malléable, d'accord? Et puis après, on l'a formée et puis on la met au four. Quand on la met au four, elle devient dure. Kasra, on dit en anglais. Ouais, elle devient très dure. Elle devient cassante. Et vous voyez, l'assiette en faïence, c'est le produit fini, c'est la personne, a priori, c'est l'adulte. Mais la terre glaise, qu'on peut former comme ça ou comme ça ou comme ça, c'est l'enfant. Mais au milieu, on a quoi? On a une terre glaise qui est en train de devenir une assiette en faïence. Donc vous avez bien compris que s'il y a un défaut au niveau de la fabrication, si le tour il fonctionnait pas bien, si on a mis les doigts là où il fallait pas, c'est des choses qui vont être souvent supportées ensuite pendant des années et des années et des années, puisque la personne elle est formée. D'accord? Maintenant, ce qui dit former prend le risque aussi de déformer. Donc on peut être déformé. Donc les erreurs qu'on pourra faire en tant que parent d'une discipline trop dure ou le contraire d'être trop laxiste, d'accord, de ne pas être assez présent ou d'être trop présent, d'avoir un langage qui est violent ou imagé ou le contraire, d'accord, de laisser un espace pour que l'enfant grandisse. Tout ça, c'est quoi? C'est en vérité l'accompagnement qu'on va faire, d'accord, comme un espèce de moule dans lequel on va mettre la terre. Quand on met la terre dans un moule, elle prend la forme. Or, c'est quoi le moule? C'est le père et la mère. Et c'est le milieu scolaire. Et puis c'est le rave. Et puis c'est les copains. C'est ça qui va donner la forme à la chose, jusqu'à ce que l'enfant il arrive à avoir son autonomie, sa force d'affirmation, sa clarté d'esprit, d'accord, qu'il ait fait assez de musculation existentielle pour réussir à s'affirmer. Et nous, c'est à ce moment-là, pendant cette période-là, cette période de mouvement, que c'est là qu'on va l'accompagner. Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est là pour l'aider, mais d'un autre côté, on sait que l'enfant, il est rempli de forces contradictoires. Alors, il y a un bon schéma pour ça. Un exemple de la Torah qui est très clair. Vous savez, la Torah, elle raconte qu'il y avait Caïn et Abel. Caïn et Abel. Et Caïn et Abel ne se ressemblent pas. D'accord? La Torah explique quelle était la nature de Caïn, qu'est-ce qu'est la nature de Abel. Et qu'après un moment, de manière très rapide, ils ont voulu chacun amener un korban, un sacrifice à Hachem. C'est Caïn qui a eu l'idée. Il a dit, bon, avec tout ce qu'Hachem nous a donné, c'est normal qu'on lui rende un petit peu. Et Caïn, lui, il était responsable de tout ce qu'il y avait au-dessus de la terre. Et Hevel, lui, il avait hérité de tout ce qui est la terre. Tout ce qui pousse sur la terre. Donc, non, qu'est-ce que je raconte? Le contraire. Caïn, il avait les plantes de la terre. Et Hevel, il avait tout ce qui était au-dessus de la terre.
Donc quand Caïn il a voulu amener un corban, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené du lin. D'accord, c'est une plante. Par contre, Hevel, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené de la laine. Comme ça, ils expliquent les commentaires. Ouais, enfin le midrash. Alors il dit c'est quoi? La laine, ça représente le mouton. Le mouton, c'est l'animal le plus doux du monde. On dit doux comme un agneau. Alors ils disent les commentaires pourquoi? Parce qu'ils pensaient, Hevel, qu'il fallait conduire ce monde selon Rahamim, selon la miséricorde. Mais Caïn, lui, non. Il pensait qu'il fallait diriger le monde selon le din, selon la rigueur. Et le lin, ouais, c'est une plante, c'est vrai, mais elle est très très dure. Ouais, le fil de lin, c'est connu, c'est très très solide. Vous savez, les entourages de boutonnières, d'accord? Quand vous faites une boutonnière, ben vous faites une fente dans le tissu, et puis vous mettez un fil de lin autour, et après vous le cousez, d'accord? À l'époque, d'accord, c'était comme ça. D'ailleurs, ça peut être un problème de lin et de laine mélangée, de chatnez. Mais il est très solide, le fil de lin, très très dur à casser, très très solide. Donc maintenant, on se retrouve avec un Caïn qui pense que le monde, il doit aller selon la rigueur, d'ailleurs, et un Hevel qui pense que le monde doit aller selon la miséricorde. C'est très intéressant maintenant. Évidemment, Caïn qui pense qu'il faut aller selon la rigueur, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se querelle avec son frère et il va être très rigoureux, au point qu'il va le tuer. D'accord? Mais Hevel, lui, pourquoi il s'est laissé tuer? Parce qu'il est Rachamim, lui, la miséricorde. Donc il est mort. Sous-entendu, le faible, il meurt, et le fort, il gagne. Le problème, c'est que le fort, lui, il pensait qu'il fallait aller selon la rigueur, donc on va lui en tenir rigueur. Donc d'un seul coup, il devient maudit, et il va mourir lui-même assassiné, parce que lui-même, il a assassiné. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le Radbaz, il explique que le lin et la laine, en vérité, c'est quoi? C'est Shahatnez. Ouais, Shahatnez, c'est quoi Shahatnez? Bah, c'est un mélange interdit par la Torah, extrêmement grave, de lin et de laine. C'est pour ça qu'on fait vérifier nos costumes, qu'on fait vérifier nos manteaux, d'accord? Parce qu'on a peur de trouver dedans du lin et de la laine mélangés. Maintenant, il dit le Radbaz, le lin, encore une fois, ça représente la rigueur, et la laine, ça représente la miséricorde. Mais les deux ensemble, c'est Shahatnez. Et Shahatnez, ouais, c'est une écriture très bizarre. Cette racine-là, elle n'existe pas ailleurs. Dans la Torah, on ne retrouve pas la racine de Shahatnez. D'accord? Mais si vous décomposez, c'est les lettres de Satan Raz. Satan Raz. Ça veut dire un Satan Raz, puissant et insolent. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mélange de Rachamim et de Din, ouais, c'est puissant et insolent. Et bien à l'intérieur de l'enfant, il y a aussi Shahatnez. D'accord? Shahatnez, le moment du nez, ou alors le moment du naz. D'accord? Shahatnaz, mais c'est pas grave. Que l'enfant, il est doux encore, il est gentil, il est chnin, parce que c'est un petit garçon, ouais. Mais d'un autre côté, il a un yitzhara de frapper son frère et de pousser sa sœur dans l'escalier. Il a un satan raz. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la rigueur. Eh ben, il n'est pas content, il veut pas me donner le ballon, je lui casse. Je lui casse une assiette sur la tête. Je lui dis, mais t'es fou, qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as poussé, mais il a failli tomber par la fenêtre. Eh ben, c'est comme ça, parce qu'il voulait pas m'écouter. Ça, c'est le din. Et d'un autre côté, il y a Rahamim. Après, il s'excuse, papa, mais non, pourquoi? Je recommencerai plus. Ça, du coup, il demande Rahamim, Rahamim. Donc maintenant, si la personne, elle est entièrement Rahamim, c'est une chose. Si la personne, elle est entièrement din, c'est une chose. Mais le mélange des deux. Le mélange, Satan, Az. Il dit que l'enfant, à l'intérieur de lui, il est en plein bouleversement. Parce que d'un côté, il va faire le fier, d'un côté, il va faire je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Et après, il se met à pleurer, il se met en cri, il va voir sa mère, maman, je regrette ce que j'ai dit. Dis à papa que je pensais pas ce que je disais. Oui, donc il faut arriver à comprendre que c'est vrai que l'enfant, il nous déstabilise, qu'il a une créativité au niveau des lourdeurs qui sont incroyables. Mais d'un autre côté, il faut savoir que lui-même, il est bouleversé. C'est que quand nous, on va se mettre en colère et on va taper sur la table et on va le traiter d'imbécile et d'idiot, il faut savoir qu'en fin de compte, peut-être qu'il est encore plus perdu que nous. Parce que si nous-mêmes, on est perturbés parce qu'il nous sort les nerfs, parce qu'il nous sort des bêtises, parce qu'on paye des scolarités incroyables, et il fait rien à l'école, parce qu'il fait passer le son alors qu'il va redoubler, parce qu'il se conduit très mal, parce qu'il ment, parce qu'il triche, parce qu'il fait des choses en cachette, et ça nous rend fous.
Parce que nous, on lui donne et on lui apporte l'amour, on lui apporte la gentillesse, et lui, il en profite, il fait des bêtises, il fait des lourdeurs. Comme une espèce de tempête, comme une espèce de crise qui doit passer. Donc pourquoi c'est comme ça? En vérité, parce que, comme tout à chacun, comme on l'a expliqué déjà aussi 1 million de fois, que Kol HaChaim Zelatzet Milakoach El HaPoal, toute la vie c'est passé du potentiel au réel. Ça s'appelle en français exister. Ex, EX, c'est ex, extérieur, isté, être. Eh bien l'enfant, il veut exister. Il est comme nous. D'accord? Le seul problème, c'est qu'il est maladroit dans sa démarche d'existence. Ouais? Dans ses choix d'existence. Dans sa manière d'exister, d'accord? Parce qu'il veut du kavod, d'accord? Mais au lieu de le susciter, ouais, il va l'exiger, il va taper sur la table, ouais, il va se vexer, il va s'énerver, il va se mettre en colère, ouais. Et il veut aussi de l'amour et de la douceur, mais il dit pas à son père, dis-moi que tu m'aimes. Non, il va crier, il va dire, j'en ai rien à faire, laissez-moi tranquille, vous me saoulez, de toute façon vous m'avez jamais aimé. Pourquoi? Parce qu'il a l'espoir que les parents ils vont dire, mais bien sûr qu'on t'aime, ils vont le prendre dans les bras. Mais le problème, c'est que si les parents eux-mêmes ils n'ont pas réglé leurs problèmes et qui rentrent dans la colère et qui rentrent dans la concurrence et qui rentrent dans la rivalité, alors ils vont se bagarrer. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? L'enfant, lui, il va faire l'enfant et eux, ils vont faire l'enfant. Du coup, c'est plus une famille, c'est un GAN. D'accord? Combien de fois j'ai attrapé des papas en leur disant mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais tu sais pas que c'est un gamin? Oui, mais tu sais comment il a parlé, il faut voir comment il parle, il faut voir comment il... Mais c'est un bébé, il se recherche, il pousse. C'est l'enfant, c'est comme l'eau. L'eau, elle avance tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Elle avance, elle avance. Donc lui, il veut voir les limites. Les limites de tes nerfs, les limites comment ça s'appelle, de ta crainte d'Hachem, les limites de ta religion, les limites de ta compréhension, les limites de combien tu peux supporter ces écarts, combien tu peux supporter ces dénigrements et ces décalages. Il dit ça. L'enfant, il va te tester. Maintenant, normalement, ouais. Étant donné que nous n'avons pas le même âge que nos enfants, puisqu'ils sont nés à peu près une vingtaine d'années avant nous, donc a priori, quand ils ont 14 ans, bah nous, on devrait en avoir 34. Alors normalement, entre 34 et 14 ans, il y a 20 ans. Donc ça veut dire que toi, tu es censé avoir 20 ans de recul sur tes enfants. Maintenant, si tu t'énerves avec eux, si tu te prends la tête avec eux, si tu réagis au quart de tour avec eux, si tu as le même niveau de superficialité, ça veut dire au fond, ça veut dire que tu as le même âge qu'eux. Et ça, c'est pas normal. Non, la vérité, d'avoir 14 ans à 34 ans, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Ah ben, c'est ça l'idée. Ils disent que l'enfant, il va être rebelle, et l'enfant, il va être sournois, ou l'enfant, il va être franc, d'accord? Mais ça va être dans son attitude, ça va être le comportement qu'il va avoir. Le problème, c'est la personne qui va être en face, l'adulte qui va être en face, le papa et la maman. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Est-ce qu'ils vont décider d'être durs? Ouais. Ou est-ce qu'ils vont décider d'être cool? Est-ce qu'ils vont décider de laisser passer les choses? Est-ce qu'ils vont faire comme s'ils n'ont rien vu? Ou alors qu'ils vont être très rigoureux, ouais, militaires, et qu'il n'y a rien qui passe, qu'il n'y a pas un écart d'1 millimètre. Et là, c'est là la problématique. C'est pour ça que c'est marqué Chanor, Anahar, Alpidarko. Éduque l'enfant selon son derrière. Son derrière, c'est quoi? On a expliqué son chemin. C'est que, on a expliqué plusieurs fois que le chemin, c'est pas une réalité physique. Le chemin, c'est une trajectoire virtuelle. Donc ça veut dire que l'enfant, il va avoir son chemin. C'est-à-dire selon sa personnalité, selon son approche, selon sa perception, selon sa compréhension, selon son niveau de réactivité intellectuelle, ouais, selon sa dimension émotionnelle, eh ben, il va avoir une personnalité propre à lui. Et chacun, il va avoir une démarche différente. Donc la vraie complexité, c'est de s'adapter à chaque enfant. Bah oui, parce que tu peux pas faire le même modèle d'éducation pour tous les enfants. Ça marche pas. Il va falloir s'adapter à chaque enfant. Et ça, c'est compliqué. Parce que toi, tu vas dire, mais moi, comment je vais être pluriel, puisque je suis singulier? Comment je vais être différent pour chacun, parce que moi, je suis une seule personne? Bienvenue au club. Ça s'appelle la capacité d'adaptation. Comment est-ce que toi, tu vas réussir à déterminer? Et si tu vas dire, mais qu'est-ce que je fasse? Lui, c'est lui, et moi, je suis moi. Mais vous savez qu'un des défauts majeurs, comme on l'a expliqué plusieurs fois, un des défauts majeurs de l'enfant, c'est qu'il vient de nous. Donc ça veut dire que normalement, ouais, génétiquement, il vient de nous. Vous allez dire, oui, mais il n'y a pas que moi, il y a aussi ma femme. Ok, il y a toi et ta femme, d'accord.
Mais si toi, normalement, tu as fait le travail de bien te connaître, et après, vous deux, vous avez bien appris à vous connaître et à vous faire connaître. C'est-à-dire que moi, je me suis bien fait connaître à ma femme dans un langage de communication, de maturité, de conciliation, et elle, elle s'est fait connaître à moi. Donc moi, je me connais, je la connais. Elle, elle se connaît, elle me connaît. Après, quand on regarde l'enfant, eh ben, on va pouvoir être capable de reconnaître chez l'enfant, ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est moi, ça c'est toi. C'est facile. Objectivement, je parle, hein, bien sûr, parce que si tu trouves que tous les défauts ils sont chez ta femme et toutes les qualités viennent de chez toi, c'est pas vraiment objectif, d'accord? Mais quand quelqu'un il est capable de dire, ben, je vois que l'enfant il est entêté, parce que moi aussi je sais que je suis entêté, d'accord? Je vois que l'enfant il est impulsif, ou qu'il a un côté hystérique, ou qu'il a un côté hypersensible. Ça, chacun il est libre de constater. Mais encore une fois, ça sera facilité par le fait que moi-même j'ai fait cette démarche d'auto-analyse chez moi-même. Maintenant, si je ne l'ai pas fait chez moi, d'accord, et j'ai pas accepté l'effet miroir de mon conjoint à travers le Shalom Bayit, après, au niveau des enfants, ça devient très compliqué. Parce que comment je vais faire? Bah, je comprends rien, je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'il pense. De toute façon, je me découvre. Ouais, d'accord. Et tout le monde me dit, attends, mais il te ressemble, il réagit comme toi. Oh là là, il a tout ton caractère. Mais, mais comment ça se fait que les gens, ils remarquent qu'il a mon caractère et moi, je le remarque pas? Parce que je me connais pas assez. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais on peut pas, on n'a pas tous fait des études de psychologie, on n'est pas tous capables d'analyser à ce point-là, avec un tel niveau de finesse, l'intériorité, le portrait robot de la personne. Alors je vous donne le secret. Que tu le fasses de manière analytique, comme je viens de le dire, d'accord? Sur la base du moussard, de la connaissance de soi, de l'auto-analyse et tout ça. Ou que tu le fasses de manière intuitive, parce que tu ressens, ouais, tu ressens. Quand quelqu'un il ment, il le sait. Il n'a pas besoin de faire une analyse psychologique pour comprendre qu'il ment. Parce qu'il sait, il sait qu'il le ment. Et il sait qu'il ment à l'autre. Et il sait qu'il se ment à lui-même. Ça, tu le sais. Donc quand tu vis quelque chose qui ne te fait pas plaisir, tu le sais. Quand tu vis quelque chose qui te fait plaisir, tu le sais. Mais tu n'as pas besoin de le savoir de manière analytique. Tu peux le savoir de manière intuitive. Donc de la même manière, il y a une capacité à ressentir l'enfant, peut-être des fois au-delà de ce que tu le comprends. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un instinct très très puissant, d'accord? L'instinct parental, c'est-à-dire que tu sais quand ton fils il est bien, quand il n'est pas bien, tu sais à peu près où il est, tu sais qu'est-ce qu'il fait, d'accord? Tu sais s'il est sincère, s'il n'est pas sincère. Comme le bébé, quand le bébé il pleure, il fait pas de discours le bébé, et pourtant un parent, il sent, ça c'est un pleur d'enfant qui a mal, ça c'est un pleur d'enfant qui a faim, ça c'est un pleur d'enfant qui veut qu'on lui change la couche, ça c'est un pleur d'enfant qui fait un caprice, ça c'est un pleur d'un enfant qui se réveille au milieu de la nuit, qui croit que c'est le matin et qui veut faire la fête, il veut réveiller toute la famille. Donc, pourtant il a pas de discours l'enfant, pourtant il n'a pas de vocabulaire, il n'a pas de syntaxe, c'est un bébé, un nourrisson. Alors comment tu reconnais? Donc de là tu vois qu'en fin de compte, attention, l'expression du message, d'accord, et la perception du message, ils sont beaucoup, 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 beaucoup contenus dans la dimension intuition. C'est l'intuition, ouais, c'est intuitif dans cette perception. Donc quand on est dans cette logique-là, d'accord, donc nous aussi, on doit comprendre nos enfants. Alors, encore une fois, qu'on les comprenne de manière intellectuelle ou qu'on les comprenne de manière émotionnelle ou intuitive ou un ressenti, d'accord, que la Neshama va percevoir l'âme, ou alors Hachem il va nous aider à comprendre, ou alors il y a un instinct maternel, ou simplement le fait de se soucier de quelqu'un, ça développe chez toi un sens qui s'appelle l'instinct parental, d'accord? Donc dans cette logique-là, il va falloir comprendre l'enfant et réfléchir quelle est la manière, la meilleure approche que je vais avoir avec lui pour essayer de faire passer les messages. Donc ça, c'est le premier point, c'est d'avoir un discours, un comportement et une attitude adaptée. C'est pour ça qu'on avait expliqué dans les cours d'avant, sur l'éducation, qu'on est obligé d'être perpétuel, d'être calme, d'être prévisible, d'accord? Que l'enfant, il va pas. Parce que si on est caractériel, nerveux, lunatique, soupolé et imprévisible, c'est la meilleure manière de fabriquer des enfants complètement instables, avec aucune confiance en eux et avec un caractère en dents de scie. Donc c'est pour ça que la deuxième règle, ça sera d'être rassurant. D'accord? Et on est rassurant comment? Par la perpétuité du comportement. Ça veut dire que l'enfant, on a dit, il est comme
le vent. Il est comme la mer. La mer, elle a des vagues. Et la mer, elle a des tempêtes. Et la mer, elle a des marées hautes. Elle a des marées basses. Et bien l'enfant, il est tout le temps en changement. Mais le parent, lui, il est comme la digue. La digue, elle est là. Elle est là en été. Elle est là en hiver. Elle est là quand il y a des petites vaguelettes. Et elle est là quand il y a des grosses vagues de 5 mètres de haut. Ça veut dire qu'il y a une perpétuité dans le comportement chez le parent qui va rassurer l'enfant. Mais si on est trop changeant, ou alors si on est lunatique, ou si alors on est instable, d'accord, donc l'enfant, il ne sait plus exactement qui c'est, je crois pas. Ouais, c'est comme quand tu es en colère ou tu es content, d'accord. Donc l'enfant, il faut quand tu es en colère, tu es en colère. Quand tu es content, tu es content. Mais si toi, tu es un pervers, un petit peu tordu, par exemple que quand tu es en colère, tu rigoles, quand tu le frappes, ça te fait marrer, donc il dit, mon père, il est cinglé, d'accord. Si la maman, elle fait des crises d'hystérie pour réussir à faire les devoirs, alors ok, à la fin, les devoirs, ils sont faits. Mais qu'est-ce qu'il a retenu l'enfant? Premièrement, que tu es une bombe à retardement et c'est facile de te faire exploser. Deuxièmement, qu'il peut te manipuler en jouant sur tes nerfs. Donc, ça va être encore une source d'instabilité. Et troisièmement, qu'il va peut-être penser que c'est la manière de se conduire. Rappelez-vous que l'enfant, au-delà de voir ce que tu, de ce qu'il voit, il voit ce que tu lui montres. D'accord? Donc, si toi, l'enfant, tu veux, par exemple, tu veux régler un conflit avec son petit frère et tu lui dis rends-lui le ballon, il ne veut pas rendre le ballon, tu lui mets une baffe, ouais. Donc, toi, tu crois que tu lui as appris le respect de la propriété privée parce qu'il doit rendre le ballon à son frère. Mais en fait, tu lui as appris que quand on n'arrive pas à régler un conflit avec la parole, on le règle avec la violence. Donc la prochaine fois, il ne demandera pas le ballon à son frère, il va lui mettre directement une baffe, comme toi. Tu lui as mis une baffe pour régler le problème. Ah, tu dis, mais où je vais trouver les nerfs, où je vais trouver la sérénité et le recul de parler gentiment, d'accord? D'être capable d'expliquer, de jouer le Shlomo Ameler, le roi Salomon, pour faire la justice, pour faire l'enquête, pour faire. Mais j'ai pas les nerfs, mais j'ai envie d'envoyer paître tout le monde, et je crie et je règle le problème. Alors, encore une fois, l'enfant il s'imprègne, donc quand tu cries pour régler le problème, lui aussi il va crier pour régler le problème. Quand tu vas manquer de patience, lui aussi il va manquer de patience. Parce que l'enfant, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un capteur. Ouais, c'est une caméra. Mais la caméra chez lui, elle est à 150 millions de pixels. C'est-à-dire que si toi, tu as un super appareil photo à 10 millions de pixels, à 12 millions, à 20 millions de pixels par image, lui, il est à 150 millions de pixels. Un degré de sensibilité extraordinaire. Mais le pire, c'est qu'il a un capteur sélectif. Ouais, un capteur sélectif. Ça veut dire que quand tu fais du bien, il n'arrive pas bien à enregistrer. Mais quand tu fais une erreur, alors là, il l'enregistre à fond. Comment tu vas faire? Ouais. Quand tu es cohérent, il ne va pas le voir tout de suite. Il va falloir le montrer des centaines de fois. Mais si une fois tu es incohérent, il va le capter. Il va dire ah mais toi aussi tu as fait ça. Ah mais toi aussi, toi aussi tu m'as dit ah voilà. Ah t'as menti. Ah t'as pas tenu ta parole. Ah t'as fait différemment. Ah tu m'as dit que c'était sourd et je t'ai vu le faire. Oh là 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 là. Donc comment on va faire? Alors je sais ce que vous allez dire. Oh là mais c'est trop exigeant. C'est trop difficile. Ça saoule. En vérité, c'est quoi l'éducation? C'est une opportunité pour l'enfant, c'est une opportunité pour l'homme de devenir un adulte. Pareil pour la femme. Maintenant, tu vas être obligé d'être adulte. Parce que tu vas réfléchir avant de parler, tu vas réfléchir avant d'agir. Et si vous allez me dire, ouais, mais alors du coup, il n'y a aucun plaisir. Oui, mais encore une fois, c'est parce qu'on aurait dû anticiper. Quand tu as commencé très jeune sur travailler sur tes midotes, à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, et que tu as continué à travailler tes midotes et ta personne dans ton couple, ouais, parce que tu as maîtrisé ta colère, parce que tu as maîtrisé ton ratson, parce que tu as donné le meilleur de toi-même, parce que tu as appris à réfléchir avant de parler, parce que tu t'es pas laissé prendre par tes pulsions, donc tu t'es entraîné tout seul et avec tes camarades. Après, tu t'es entraîné avec ton conjoint. Quand tu arrives devant l'enfant, a priori, il y a déjà une partie du boulot qui a été faite. On l'espère, en tout cas. Ouais. C'est pour ça que c'est plus facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, en vérité, elle a cette possibilité de passer par ces étapes-là qui vont faire que l'enfant, eh ben, il va avoir devant lui des vrais repères. Pour ça, je dis toujours père, c'est repère. Le père, c'est le repère. Comme la mère. Ouais. Et il y a une qualité comme ça qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu, où c'est marqué Ve'ani Hashem lo shaniti. Hashem, il a dit moi, j'ai pas changé. Hashem, il change pas. Ouais, Hachem, il a une perpétuité d'existence.
Il est chai vekayam, il est vivant et il est perpétuel. Et nous, on a une mitzvah de ressembler à Dieu. Donc nous aussi, en tant qu'adultes, ouais, on a une mitzvah de réussir à rester dans la perpétuité, dans la stabilité, dans la vérité. Donc on va avoir un comportement linéaire, d'accord? Ah, tu dis oui, mais il y a des hauts, il y a des bas. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais le bateau, il avance. Ouais. Il y a un problème, on est dans la recherche de la solution. Il y a un stress, on garde notre calme, d'accord? Il y a une occasion de se mettre en colère, il y a une perpétuité de sourire, de positivisme, de tout ça, ce sont des millions de messages qui passent chez l'enfant. Et c'est ça qui va être ses repères. Alors qu'encore une fois, si nous, en tant que parents, on se conduit comme des gamins, d'accord? Parce qu'on est nerveux, parce qu'on envoie les choses balader, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on met des baffes à tout bout de champ, parce qu'on casse des objets dans la colère, parce qu'on crie, parce qu'on élève le ton, parce qu'on ment, parce qu'on triche, parce que... Je pourrais toujours dire, c'est ma personnalité, bah, je suis comme ça, je ne vais pas changer à 40 ans. C'est comme tu veux. C'est ça la force. C'est que tu es libre. Tu es libre. Tu es libre d'être quelqu'un d'extraordinaire. Tu es libre d'être nul. Ça, tout le monde est libre. Le problème, c'est que si tu es libre, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de ta liberté? Et quand tu réfléchis un peu et que tu vois que les efforts à fournir pour bien te conduire, ils sont beaucoup moins durs que les remords de percevoir ensuite les conséquences du fait que tu t'es mal conduit, peut-être que tu vas réfléchir. Peut-être que tu vas te demander, eh ben, peut-être ça vaut la peine de faire un effort. Peut-être. Et encore une parole intelligente, et encore une perpétuité d'être, et encore une façon de se conduire, et encore une façon de faire les mitzvot. Ouais, c'est connu. Les chachamim, ils disent, tu dis pas à un enfant, fais les brachot, c'est pas la peine. Fais-toi les brachot. Fais-les. Quand tu les fais, tu les prononces bien. Tu t'arrêtes, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Boré, Peri, Haetz. L'enfant, il a vu ça. Une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois. Et si tu prends... Ouais. Si tu fais le Birkat Amazon en débarrassant la table, Azanotano, Ve'et, Haolam, Kulo. Il a vu ça. Il a vu. Si tu as vu faire la prière en te grattant le nez, en te fouillant les oreilles, il a vu ça. C'est comme ça. Ouais, comme une fois, un papa, il vient me voir, il me dit, ah Ben Chitrit, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui fait pas la prière? Je dis, ça veut dire quoi? Il me dit, on va à la synagogue, et je vois le petit, il prie pas. Ah bon, il prie pas? Non, il prie pas, il laisse son livre ouvert, il a la tête en l'air, il parle avec ses copains et tout. Je lui dis, mais dis-moi, excuse-moi, toi, tu vas à la synagogue? Il me dit, bien sûr, pourquoi faire? Il dit, pour prier. Je fais, si tu vas pour prier, comment tu sais que ton fils, il prie pas? Il me dit, mais je le vois. Mais tu peux pas le voir parce que tu es occupé à prier. Premièrement. Deuxièmement, lui, l'enfant, il ne sait pas pourquoi il va à la synagogue. Tu lui dis, il faut aller à la synagogue, c'est bien, allez, viens, Hachem nous attend, allez, on y va, allez, tous les copains, ils y vont, on y va. Au bout d'une heure, 2 heures, 3 heures, il peut s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu le regardes. Donc, il voit que tu ne pries pas. Donc, tu vas à la synagogue, écoute bien, tu pries. Tu vas à la yeshiva, tu étudies. Tu vas au travail, tu travailles. Tu rentres à la maison, eh ben, tu es gentil avec ta femme, tu es sympathique avec ton mari, tu aides à la maison, parce que tout ça, il l'absorbe, il absorbe, il absorbe, il absorbe. Pour ça, moi, souvent, j'ai dit aux parents qui s'engueulent tous les jours, mais je dis, mais toutes les bonnes raisons que vous avez de vous engueuler, et que vous êtes convaincu que vous avez épousé une folle ou un fou, mais c'est rien à côté que quand vous allez voir le dérèglement comportemental de vos enfants, et comment eux, ils vont se conduire avec leur femme et avec leur conjoint sur la base de ce qu'ils ont vu chez vous. Après, vous allez leur dire, mais attends, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu parles d'un manque de respect envers ta femme? Mais comment tu lui cries dessus? Comment tu insultes ton mari? L'enfant, il va te dire, mais papa, je vous ai vu faire. C'est pour ça qu'il y a des gens, même quand ils veulent marier leurs enfants, et qu'on leur propose quelqu'un, la première chose qu'ils demandent, comment il est le shalom bayit des parents? Le shalom bayit des parents. Ouais, avant de se voir le shalom bayit des enfants, tu te demandes d'abord comment il était le shalom bayit des parents. Il dit cette logique-là. Ouais, que l'enfant, t'as compris, en fait, tu lui fais passer des messages, tu lui installes des logiciels, tu lui donnes des clés, encore des clés, à chaque Dvar Torah, à chaque ambiance, à chaque comportement, à chaque manière de faire, les manières de régler les conflits, les manières de ranger la valise, les manières de bricoler, les manières de lire la prière, les manières de faire le kiddush, les manières de faire les brachot, tout ça, c'est des messages, des messages, des messages, des messages. Et les enfants, ils le reçoivent.
À plus forte raison quand il est dans cette période de crise, ouais, qu'il est en train de se noyer, qu'il est en plein milieu de la tempête, encore une fois, des hormones, de la révolution, de la religion, des nerfs, du stress, des copains, des Instagram et de la copine. Ouais, c'est encore plus qu'il a besoin de stabilité. Mais si toi tu rentres avec lui, tu te mets à crier, tu deviens fou, d'accord? Tu supportes plus, tu l'envoies balader. Ben, l'enfant il dit attends, je comprends pas. Si les adultes ils se conduisent comme des enfants, à plus forte raison que les enfants ils ont le droit de se conduire comme des enfants. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on est sur un petit bateau. 4-5 mètres, un petit bateau. Puis vous savez, ces petits bateaux-là de pêche avec une cabine au milieu. Et puis, on a une radio à l'intérieur. Et on entend avis de tempête, tempête force 8, vent de 160 km/h. Tu dis, quoi, c'est pas possible? En pleine mer, des vents de 160 km/h. Vague de 8 mètres de haut. Waouh, 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 ça va être un massacre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu appelles les gardes-côtes. Voilà, écoutez, j'ai un problème, je suis à tel endroit et tout ça, et on annonce une tempête. Le gars, il dit, écoutez, on n'a pas le temps de venir vous chercher. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'endroit le plus solide. C'est quoi l'endroit le plus solide dans le bateau? Ah, il dit, bah, c'est la cabine centrale. Ok. Est-ce que vous avez des cordages? Vous avez des cordes? Oui. Alors c'est très simple. Vous allez vous accrocher à la cabine. Vous allez faire le tour de la cabine, et vous allez vous accrocher le plus fortement possible. D'accord? Et après, la vague va arriver. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre que la vague, elle passe. C'est exactement pareil. Toi, tu sais que la crise d'adolescence, elle va venir. Tu sais que ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans, ça va durer 3 ans. Ouais, tu le sais. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans la tempête, tu t'excites, tu cries, ou alors tu laisses passer la vague. Dans l'intelligence, c'est avant que la vague, elle passe. On a dit, tu as installé les cordages, tu as installé les principes, tu as installé l'amour, tu as installé la communication, tu as installé la confiance. Pour que quand l'enfant il va rentrer dans la tempête du Yetzirara, la tempête de l'Internet, la tempête de son téléphone, la tempête des hormones, la tempête de la tentation, la tempête de la bêtise, tu seras là. Tu seras là, tu seras sa cabine, tu seras son cordage. Et tous ces principes-là, ouais, c'est ça qui va faire que malgré que la vague elle passe, malgré que l'enfant il est bouleversé, malgré qu'il va te bouleverser à toi, mais ça va passer. Parce que comme on dit toujours en hébreu, Gamze Yahavor, ça aussi ça va passer. Et c'est vrai, quand tu regardes ton fils de 30 ans, 40 ans, tu dis, oh là là, quand je pense, qu'est-ce qui m'a saoulé, qu'est-ce qu'il m'a fait quand il était jeune, celui-là, il m'a rendu cinglé. Et voilà, il est posé, il est avec ses enfants, il est construit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu une étape. Il y a eu une étape. Il y a eu une crise. D'accord? Maintenant, la question, elle est-ce qu'au moment de la crise, tu vas faire toi la crise en parallèle? Ou est-ce que tu vas avoir le recul de ne pas rentrer dans la crise? De garder ton calme, de garder ta maîtrise, de savoir qui tu es, de te conduire en adulte, en personne mature. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas accuser ta femme, tu vas accuser ton mari, après tu vas t'énerver avec le gosse, après tu vas l'envoyer balader, après tu vas mal lui parler, tu vas dire mais je comprends pas, si tu as le même comportement que lui. Ouais. Des fois c'est tellement un décalage que ça oblige même les enfants à se conduire comme des adultes, tellement leurs parents ils se conduisent comme des enfants. Moi je vous le dis, hein, ça reste entre nous bien sûr. Des fois, des enfants, ils m'appellent, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ils me disent, Rabbi Chetri, j'en ai marre de faire le tampon entre mon père et ma mère. Mon père, il est très nerveux. Et ma mère, elle a une bouche de feu. Donc elle le pique. Et lui, il l'envoie balader. Et il lui crie dessus. Et l'autre, il l'insulte. Après, il s'insulte les familles. Et moi, je vais voir papa. Maman, tu sais que maman, elle est fatiguée en ce moment. Après, papa, je t'en prie, fais attention. Attention. Ouais. Ah, maman, je t'en prie, regarde, fais attention. Le gosse, il est obligé de faire le tampon. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'enfant, il est obligé de faire l'adulte parce que les parents se conduisent comme des enfants. Vous allez dire, c'est pas grave, ça fait une compensation, et puis quelque part, ça les fait grandir. Alors écoutez-moi bien, on est entre parents, d'accord? Je vous donne un secret. L'enfant, il a besoin de cette période-là, ouais. Il a besoin de cette période d'insouciance, il a besoin de cette période de légèreté, il a besoin de cette période de gamin, ouais. Et dans lequel il va recevoir les bases. Mais si toi, dans ton comportement de parent gamin, de parent enfant, tu l'as obligé à faire l'adulte. Donc si lui, il a été obligé de faire l'adulte à l'époque où il aurait dû être enfant.
Donc quand il va arriver à l'époque des adultes, c'est ce qu'il va faire. Il va faire l'enfant. Par compensation. Comme j'ai dit, c'est une fois. J'ai dit... Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la psychologie, ouais, c'est comme les impôts. Tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc c'est bien que l'enfant, il rêve, il soit dans les vapes quand il est petit. Après, c'est bien et c'est normal qu'il fasse sa crise, plus ou moins sauvegardée, dans un milieu propre. Et après, qu'il devient un adulte. Et c'est très bien, c'est des étapes nécessaires. Parce que s'il n'a pas pu faire sa crise d'ado, encore une fois, soit parce qu'il est en décalé, soit parce qu'il était obligé de faire l'adulte à cause de toi, ouais. Donc il va la faire plus tard. Mais la crise d'ado, quand tu l'as fait à 40 ans, c'est une dépression, c'est un adultère. Donc laisse-le faire sa crise d'ado à 16 ans, 17 ans, 18 ans. C'est le moment. C'est pour ça que moi j'ai toujours très peur quand je reçois des gens où je leur pose des questions et qu'ils me disent, je dis comment c'était la crise d'ado? Pas de crise d'ado. Ah, moi j'étais une lettre à la poste, un élève modèle, un jeune homme, une jeune fille modèle. Je dis, oh là là, ça veut dire que la crise n'est pas encore passée. D'accord? Ah, vous allez dire, bah, il y en a qui ne la font jamais. Mais ça le top, pourquoi pas? Mais encore une fois, un phénomène qui est récurrent, ça veut dire qu'il est nécessaire. S'il est nécessaire, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont acquises par ce type de comportement, parce que c'est des étapes qui doivent se faire. D'accord? Troisième élément, toujours en parallèle avec la Torah, quand Adam et Caïn, quand Adam a fauté, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il est venu, il lui a demandé, Ayeka, où est-ce que vous êtes? À toi et toi, Adam et Chava. Quand Caïn il a tué son frère, ouais, Hachem il savait très bien qu'il avait tué son frère, ouais, parce qu'il a créé l'œil, tu crois qu'il voit pas ce qui se passe, ouais. Donc, mais il lui a demandé où est-ce qu'il est ton frère, d'accord? Ça veut dire quoi? Hachem il a tendu la main. C'est pareil. En tant que parent, on doit tendre la main à l'enfant, c'est-à-dire on doit lui donner la proposition de la maturité. On lui propose la vérité, on lui propose la sincérité. Si on lui impose, d'accord, parce qu'on lui dit, t'as fait ça, c'est comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il est paralysé. D'accord? Alors il faut savoir une chose, que les enfants que tu éduques dans le stress, ouais, ils deviennent hypocrites. Les enfants que tu éduques dans la confiance, ils deviennent autonomes. Donc si tu veux que tes enfants, ils deviennent autonomes, ils deviennent responsables, ils assument leurs choix, ouais, il faut leur faire confiance. J'ai du mal, c'est pas facile, c'est difficile, c'est comme tu veux. Mais si tu dis non, tu sais quoi, moi c'est de l'élevage, c'est pas de l'éducation. Donc c'est comme un troupeau. Allez, allez, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Allez, faites ça, faites ça, faites ça. Donc tu es tout le temps en train de les commander, tout le temps en train de les maîtriser. Après tu t'étonnes, numéro un, qu'ils n'ont pas d'initiative, mais ils peuvent pas puisqu'ils attendent les ordres. Deuxièmement, que les choses qui font les bêtises, eh ben, ils vont les faire en cachette. Puisqu'en vérité, leur peur, c'est pas de fauter. Leur peur, c'est de se faire attraper. Donc, tu vas les rendre hypocrites. Et tiens, comment tu vas faire? Donc, il va falloir les accompagner. Il va falloir leur tendre la main. Il va falloir leur proposer, exactement comme Hachem, il nous propose le bien, il nous propose le mal. C'est-à-dire, il nous met en situation de liberté. Ah, tu dis, mais c'est peut-être risqué, parce que l'enfant, il va peut-être faire le mauvais choix. Eh bien, ça reste que la personne, on lui donne la possibilité. D'accord? Il dit donc, ça veut dire quoi? On va pas le casser, on va le recadrer. D'accord? On va lui indiquer, on va lui montrer, on va le mettre en situation 2. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas ses copains. D'accord? On n'est pas son copain, mais on va être son référent. Ça veut dire que l'enfant, il me regarde. Alors, quand il est petit, il me tient la main. Quand il est un petit peu plus âgé, il me lâche la main, mais il me regarde. Et quand il est beaucoup plus âgé, il a la référence de l'éducation qu'il a reçue. Donc en vérité, un homme, toute sa vie, il garde son père et sa mère en tête. D'accord? Il garde l'éducation de ses parents. Il garde les valeurs de ses parents. Il garde le caractère de ses parents. Il garde la perpétuité d'être de ses parents. Tout ça, ce sont des éléments qui passent au fur et à mesure qu'on les côtoie. Donc on peut leur faire passer, nous, ces référents de logique, de calme, de vérité, de justice, de cohérence, de tendresse. C'est ça ce qu'on leur donne. Ouais. Ah, tu vas dire c'est trop dur,
c'est trop difficile, j'arrive pas, il m'énerve, je l'envoie balader. Fais attention, parce que Caïn, quand il a refusé le référent, ouais, parce qu'il dit le Midrash, quand il a voulu tuer Hevel, il a dit Led din veled dayan, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Ouais, et ben, tu sais ce qui s'est passé? Il a été condamné. Condamné à quoi? À errer. Ouais, il est devenu errant, il est devenu perdu, il est devenu perturbé, il est devenu en perte de repère. Et c'était ça le projet du Yetzer Hara. Quand le Yetzer Hara, il a voulu déstabiliser l'enfant, il a voulu le mettre dans la rébellion, il a voulu le faire rejeter le système scolaire, le système religieux, le système parental, le système de la contrainte. En vérité, qu'est-ce qu'il voulait, son projet au Yetzer Hara? C'était qu'il soit perdu. D'ailleurs, on dit en français, ah, cet enfant, il est perdu. D'accord? Et après toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un mentor. Alors quand il est bas de gamme, il cherche un voyou qui va être son mentor. Un peu moins bas de gamme, il va chercher un professeur. Après, il va chercher un rave. Il va chercher toute sa vie en vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche le père qu'il n'a pas eu. Et le père, encore une fois, on a dit que c'est le repère. Donc de la même manière, ici, quand l'enfant, il va pas pouvoir avoir ce lien, ouais, il va pas pouvoir avoir cette perpétuité, il va pas pouvoir avoir cette limite. C'est comme le parapet, d'accord? C'est comme la barrière au bord du ravin. C'est nous qui faisons ça. Maintenant, la route, elle est là, elle est devant lui, il peut rouler, il roule un peu au milieu, il roule un peu au bord, mais il y a le parapet, mais il y a la limite. Mais c'est une limite qui n'est pas une limite qui est anxiogène, c'est une limite qui est structurante. Donc il apprend, il voit qu'en fin de compte, la limite, sa structure, ouais. Il voit que la halakha, ça aide à vivre, c'est pas pour t'étouffer. Ouais. Il voit que le Shabbat, c'est un temps de réparation, c'est un temps de reconstruction, c'est un temps de positivisme. Il le voit. Mais s'il voit un Shabbat, attention, qu'est-ce que tu fais? À table. Il doit être heureux d'être à table. Ouais, mais après, ça dépend ce que tu fais à table. Si tu lui fais un Shabbat de trucs, où tu es à moitié dans le coma éthylique, où tu penses qu'à bouffer, il n'y a pas de Vartora, il n'y a pas de chant, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de discussion, c'est normal qu'il va se lever de la table. D'accord? Donc ici, c'est quoi l'idée? C'est que l'enfant, il est dans cette période d'insouciance. Ok. Il est un peu dans l'âge bête, comme on dit. Mais d'un côté, ça veut dire que il est apte à être influencé par son Yetzer Hara. D'un autre côté, ça veut dire aussi qu'il a un bon terreau, il peut absorber les choses positives que je vais lui donner. Ah, peut-être ça va pas se voir. D'accord? Ça veut dire qu'il va pas dire oui, papa, merci beaucoup, je comprends. Ouais, peut-être qu'il va pas être dans cette logique-là. Mais moi, je dois travailler en aveugle et savoir que les messages y passent. Sache que tu dis des phrases, tu racontes des histoires, tu fais un Dvar Torah, tu donnes une morale, tu donnes des conseils, tu racontes ta vie, tu racontes ton expérience, l'enfant il reçoit, il reçoit, il reçoit, il reçoit. D'accord? Ça veut dire que c'est un papier absorbant. Après la question elle est, est-ce qu'il imprime ou il imprime pas? Ouais. Il dit cette logique-là, en vérité, on dit en français, faire bonne impression. D'accord? Mais c'est quoi l'impression? C'est quoi l'impression? L'impression, c'est l'imprimerie. Ben, vous avez une feuille, d'accord? Et puis vous avez un rouleau. Et sur le rouleau, il y a la plaque avec le texte. Et on met de l'encre dessus. Et après, on fait passer la feuille dans le rouleau. Et hop, ça imprime. Donc quand vous avez au ralenti, c'est comme un tampon. Tac, hop, et hop, on enlève. Et on a l'empreinte de ce qu'il y avait sur le tampon. Et bien le tampon, c'est le parent. L'encre, c'est l'information. Et puis ce qui va s'imprégner, d'accord, c'est le message qu'on voulait faire passer à l'enfant. Donc si l'enfant il va apprendre le respect, si l'enfant il va apprendre la crainte d'Hachem, si l'enfant il va apprendre la responsabilité, s'il va apprendre le travail, si c'est imprimé chez lui, c'est que c'était sur la plaque. Si c'est sur la feuille, c'est que c'était sur le tampon. Mais c'est toi le tampon. Maintenant, si le tampon il est bidon, s'il est mal fait, s'il est mal coupé, mais s'il est mal tracé, s'il est mal gravé, évidemment que après ça imprime mal de l'autre côté. Ah, tu vas me dire, si c'est l'enfant qui a des mauvaises qualités, si c'est l'enfant qui refuse. Mais toi, encore une fois, on a déjà dit que tu ne peux pas conditionner le résultat. Mais, enfin, tu ne peux pas imposer le résultat, mais tu peux faire la meilleure proposition possible. Et c'est ça l'effort, en tant que parent, c'est de donner à l'enfant la meilleure proposition. Maintenant, est-ce qu'il va s'en servir? Est-ce qu'il ne va pas s'en servir? Est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il ne va pas comprendre? Est-ce qu'il va le prendre à l'endroit? Est-ce qu'il va le prendre à l'envers? Toi, tu lui fais la proposition.
D'accord? Maintenant, quand tu fais la proposition, avec le plus d'intelligence que tu peux, avec le plus d'amour que tu peux, avec le plus de patience que tu peux, avec le plus de répétition intelligence que tu peux, l'enfant, il va recevoir. Ah, tu vas dire peut-être qu'il ne va pas comprendre tout de suite. Peut-être seulement dans 10 ans, il dira, ah, c'est ça, que j'ai compris, qu'est-ce qu'il voulait mon père, qu'est-ce qu'il voulait ma mère. Ouais, peut-être ça va prendre du temps, mais toi, tu as fait ton travail. Toi, tu as mis la personne en situation. Toi, tu lui as donné un foyer équilibré. Tu lui as donné la vision d'un couple, de toi et ta femme, de, de respect, de finesse, de gentillesse. Toi, dans ton comportement, tu avais la hirat shamaïm. Dans ton cœur, tu avais le ressenti de la crainte de Dieu et tu avais une perpétuité d'existence. Donc toi, tu as fait ton rôle. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Ça s'appelle une proposition. Et je vous ai déjà dit plusieurs fois que de toute façon, on ne pourra pas faire plus qu'une proposition. Celui qui ne croit pas qu'il est dans la proposition, ça veut dire qu'il est dans l'imposition. Et l'imposition, Baba, ça veut dire que le gosse, c'est une pierre, et toi, tu vas le graver. Et toi, tu vas le fabriquer. Et toi, tu vas le sculpter. Non. Tu lui fais une proposition. Ouais. Et dans cette proposition, lui, il peut se développer, il peut grandir. Un peu comme le four. Tu mets la pâte au four, et puis il grossit, et hop, le beau pain. Ouais. Ou non. Et ben, c'est exactement pareil. Donc, on est dans cette logique, d'accord, qu'en fait, tu vas lui donner à l'enfant la force et la vérité et la profondeur. Ouais, et l'ancrage dans les choix. Parce que toi aussi, tu finalises tes choix. Donc lui aussi, il va apprendre à finaliser. Dans l'intériorité, de montrer qu'il y a toujours une dimension intérieure, une dimension profonde, une dimension intéressante, qu'il y a toujours une logique, qu'il y a toujours une règle. Et la modestie, d'accord, dans ta manière de te conduire, dans ta manière de faire le kavod au tzadikim, au rabbanim, d'accord, de faire le kavod à ton conjoint, et aussi d'être respectable. Parce que les gens, ils exigent le respect. Mais c'est très simple. Si tu es respectable, on va te respecter. Et si tu es admirable, on va t'admirer. Et si tu es aimable, on va t'aimer. Donc en vérité, vous avez compris que c'est nous qui produisons tout ça. Ah, il dit cette logique-là, ça c'est la force, c'est les forces pour y arriver. D'accord? Comment on peut y arriver? Parce que le projet il est extraordinaire, le cours il est sympathique, et c'est merveilleux. D'accord? Mais comment on fait pour y arriver? Alors numéro un, d'accord, que d'accepter que d'un côté tout dépend de nous, parce que c'est nous qui allons faire les efforts, et tout ne dépend pas de nous. Bon, ça veut dire qu'on doit aussi prier. On doit beaucoup, beaucoup prier pour la réussite dans notre chinour, dans l'éducation, de trouver les bons mots pour faire passer les bons messages, d'avoir la patience, de maîtriser ses colères, tout ça, il faut prier. Après, d'apprendre à aimer l'enfant tel qu'il est, ouais, et pas tel qu'on aurait voulu qu'il soit, ou tel qu'on aurait voulu nous devenir. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de transfert existentiel et qu'on reproche à l'enfant de ne pas devenir ce que nous, on aurait voulu devenir. Après, il faut s'adapter à l'enfant plutôt que braquer. C'est-à-dire de vivre un bras de fer avec l'enfant. Ça risque plus de faire des cassures que des orientations. Après, il faut toujours réfléchir à un système de ressourcement. C'est-à-dire comment, personnellement, en tant que parent, on retrouve des forces. D'accord? Il y en a qui trouvent des forces dans l'étude de la Torah, il y en a qui retrouvent des forces dans le sport, il y en a qui vont se balader, il y en a qui se donnent des forces mutuellement dans le couple. Il faut avoir des systèmes de ressourcement. Après, il faut se soutenir entre conjoints. Évidemment que si tu te tires dans les pattes de l'autre, et si tu accuses l'autre, et que l'enfant y voit cette fracture entre nous deux, alors nous, numéro un, ça lui donne un mauvais exemple, et nous-mêmes, comme il y a une fracture, on ne peut pas se nourrir l'un l'autre. Donc l'homme, quand il est un peu découragé, la femme, elle lui donne du courage. Quand la femme, elle est fatiguée, le mari, il lui donne des forces. Et pour ça, on doit parler souvent avec le conjoint de ces questions d'éducation et de mettre les choses en place parce que même toi, en tant qu'homme, tu as besoin d'entendre une lecture au féminin de l'événement. Et toi, en tant que femme, aussi, ça te fait du bien d'entendre la lecture au masculin. Et pas comme les imbéciles qui disent, bon, écoute, moi, jamais de la parole à ça, c'est toi qui t'occupes de l'éducation. Non. Les deux, on a conçu les enfants ensemble, on les éduque ensemble. Et pour ça, on doit répartir la charge, d'accord? Jusqu'à apprendre à faire chacun un rôle et ensuite de le faire en coordination, d'accord? C'est que si l'enfant il a fait une grosse bêtise, et ben papa il a tapé sur la table, du coup l'enfant il a été envoyé dans sa chambre, puis là-bas il fait un peu la tête, alors ça, la maman elle va le voir, elle dit que tu crois que papa il s'énerve pour rien, tu crois que papa il t'aime pas,
Allez, alors qu'est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Oui, ben, je regrette. Alors va chez papa et va lui demander pardon. Et là, à ce moment-là, le papa, il prend le fils dans les bras. Merci mon fils, je sais que tu es un bon garçon, je sais que le Yetzirah, il est difficile, il est dur, c'est ton âge et tout. Donc voilà, on a fait un travail coordonné entre le père et la mère, ce qui compte le résultat qu'on a obtenu. D'accord? Donc on doit être rigoureux dans les principes, d'accord? C'est-à-dire qu'on doit être clair et ferme dans nos principes. On ne peut pas être changeant dans les principes. Par contre, on doit être tolérant, ouais, avec beaucoup, beaucoup d'huile dans la mise en application des principes pour que l'enfant y vive dans le din de principe et dans les rahamim, dans la spiritualité, dans la miséricorde. Et enfin, toujours de garder en tête quel est l'objectif? L'objectif d'amener à la choupa, au mariage, un enfant qui soit tzaddik, qui soit équilibré et qui soit autonome. D'accord? Même si nous, on n'est pas des grandes tzaddikim, mais on doit avoir l'ambition que nos enfants, ils deviennent des grandes tzaddikim. D'accord? Donc pour ça, il leur faut de la Torah, il leur faut de l'Aïrat Shamaïm, il leur faut une ambiance, il leur faut des rabbanim, il leur faut une école qui est adaptée, que l'enfant, il soit tzaddik. Deuxièmement, que l'enfant, il soit équilibré. On ne veut pas des fous, on ne veut pas des schizophrènes, on ne veut pas des coléreux, on ne veut pas des nerveux, on veut des gens normaux. Donc il va falloir lui donner beaucoup, beaucoup d'équilibre pour qu'il arrive à la choupa équilibré. Et enfin, on veut qu'il soit autonome, d'accord? Qu'ils aient cette capacité de ne pas compter tout le temps sur nous et qu'ils arrivent par rapport à leur métier ou par rapport à leur bitachon, leur émouna, par rapport à leur étude de la Torah, qu'ils soient débrouillards, qu'ils arrivent à aller vers l'autonomie et à pouvoir s'assumer. Quand on a rempli les trois conditions, d'amener à la choupa un enfant tzaddik, un enfant équilibré et un enfant autonome, alors, bon, Hachem, on a rempli notre mission et Akadosh Baruch Hu, il peut être fier de tout ce qu'on a pu apporter dans ce monde. Voilà. Donc le cours est terminé. Bon, c'est un peu plus court que d'habitude, mais en vérité, je suis très fatigué. Donc, on a dit que le cours était dédié à... Ah oui, alors s'il y a des personnes qui veulent prendre en charge un cours, ils m'envoient un email pour sponsoriser ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com. On a dit que le cours était dédié à l'Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Hanania Ben Yosef Ben Ishou et aussi pour la Refoua Shelema de Naomi Bat Liora Rachel et de Yaakov Ben Chaim. Ça, c'était pour les personnes qui ont sponsorisé. Maintenant, je vais me permettre de rajouter une liste. Donc, je vous en prie, là où vous êtes, vous répondez Amen.